Euh, voilà, c'est bon pour moi. Ok, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Juste pour compléter la présentation de Louise, donc effectivement, je travaille dans une bibliothèque départementale. Alors nous, on est Savoie et Haute-Savoie Biblio, puisqu'on est la seule bibliothèque bidépartementale de France. On tient beaucoup à cette bidépartementalité. Et en fait, pour les personnes qui travaillent dans des bibliothèques départementales et qui sont présentes ce matin, nous accueillerons les journées d'études de l'Association des bibliothécaires départementaux du 22 au 24 septembre sur Annecy et Chambéry. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est sur le thème des transitions. Alors, il n'y aura pas que la transition écologique, mais transition sur l'évolution des métiers, etc. Voilà ce que je peux vous dire sur la présentation. Effectivement, je suis responsable adjointe du centre d'Annecy parce on est répartis sur 5 centres entre Savoie et Haute-Savoie. Et j'ai souhaité prendre mes fonctions, enfin, je me suis portée volontaire pour être référente développement durable en 2024. Et depuis, au-delà des formations, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait aujourd'hui en bibliothèque, notamment sur des éco-gestes, des petites ou grandes actions qu'on peut mener en bibliothèque. Je vais vous partager le support que j'ai préparé pour ce matin, sachant que il vous sera envoyé, si vous le souhaitez, à la fin. Donc, vous pouvez prendre quelques notes, mais en tout cas, sur vraiment ce qui est affiché à l'écran, en tout cas, ça peut vous être envoyé. Donc, vous pouvez vous délester de ça si vous souhaitez. Alors, je vais partager mon écran et vous allez me dire si vous le voyez bien. Oui, c'est bon. Oui, c'est Voilà, bien. c'est bon. Oui, oui. Voilà, donc ce qui nous intéresse ce matin, c'est les grands et petits gestes écologiques en bibliothèque. Quelle démarche partagée ou participative avec les publics, mais on verra aussi on peut faire des démarches partagées et participatives aussi avec les équipes en interne. Alors, je n'arrive pas à passer. Alors, tout à l'heure, ça marchait et là, ça marche plus. Euh, Alors, attendez, je vais arrêter le partage et je vais essayer de recommencer. Je m'excuse pour ce petit contretemps. Non, ça veut pas. Il veut pas. Avant de partager. Nathalie, est-ce que Ouais. vous avez Ah, bien... ça y est, ça y est, Ah ça bon, y bah est. parfait. Voilà, il était un peu long. Parfait. Désolée. Euh, Avant tout, pour commencer, quelques textes de référence. Il y en a beaucoup par rapport à l'écologie et au développement durable au sens large en bibliothèque. Le premier, c'est la loi Robert, parce qu'effectivement, dès l'article 1 de la loi Robert, on parle d'égal accès à la culture, de réduction de l'illettrisme et d'illectronisme, pardon. Donc, on est bien sur la réduction des inégalités. Donc là, on ne parle pas forcément d'écologie, mais on parle de développement durable au sens large. Je reviendrai sur cette notion vraiment en toute fin de support. Et par contre, on parle bien aussi de prêt d'objets, de dons du désherbage à des associations. Donc, on est bien ici, ce qui nous intéresse, on est bien sur les éco-gestes.
Le deuxième texte, grand texte hein, qu'on peut citer, c'est le manifeste IFLA UNESCO. Donc, il proclame la conviction de l'UNESCO que la bibliothèque peut être une force vive pour l'éducation, la culture, l'inclusion, l'information. Donc là, pleinement encore, on parle de développement durable au sens large. Et le dernier texte, Agenda 2030, c'est que les États membres de l'ONU ont adopté ce texte-là pour les populations, pour la prospérité, pour la paix, pour les partenariats. Donc, par rapport au précédent programme, les objectifs développement durable, ils se veulent vraiment universels, ils se veulent transversaux et ils se veulent transformatifs. C'est-à-dire que c'est plus une simple lutte contre la pauvreté, c'est vraiment que les objectifs développement durable visent un changement de modèle de société et vraiment une modification des comportements. Euh, Par rapport à l'écologie, ce qu'on peut citer, c'est que dans l'accord de Paris en 2015, la France s'est engagée à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 80% d'ici 2050. Donc c'est hyper ambitieux. On a l'impression que c'est un chantier monumental et pour autant, justement, il n'y a pas de petits, enfin tout petit geste, petit éco-geste peut être utile pour arriver à cet objectif. Euh, mais encore, si on prend un peu de hauteur, c'est bien un changement majeur dans nos manières de travailler, de se déplacer et de consommer qui nous est demandé. Voilà un petit peu pour le cadre légal. Est-ce que vous aviez des questions déjà par rapport à ça? Ou est-ce qu'on peut continuer? Et puis, Ça a l'air d'aller, en tout cas, pas de ça a questions. l'air d'aller. OK. Bon, j'espère que je vais... Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de transition écologique. Alors, qu'est-ce que la transition écologique? C'est vraiment un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble. Ça, c'est une définition que j'ai tirée du livre mené par Ren Burki, que vous connaissez peut-être, qui travaille à l'ENSIB et qui a écrit un livre Engager les bibliothèques dans la transition écologique. C'est un livre vraiment hyper intéressant où elle balaye à la fois la transition écologique vraiment concrète dans les bibliothèques, qu'est-ce qu'on fait avec les collections, la transition managériale également. Donc, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous invite fortement à l'acheter et à le parcourir parce qu'il donne vraiment la mesure de notre périmètre d'action et vous verrez il est vraiment très, très large. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un éco-geste? Un éco-geste, finalement, c'est un acte individuel ou collectif qui contribue au respect de l'environnement. Ça peut être un geste simple du quotidien ayant un impact économique et ou écologique. Un geste banal qui intègre les valeurs du développement durable. Et en fait, un geste que, si on résume, que chacun de nous peut faire à sa petite échelle. Et encore une fois, il n'y a pas de petit éco-geste. C'est la multiplication de toutes nos actions, de tous ces petits gestes qui pourront vraiment, quand ils seront cumulés, pourront vraiment avoir un impact important. Donc, en fait, sur les éco-gestes, on va dire que ce qu'il faut, c'est changer les habitudes, parce que l'habitude, c'est le frein le plus puissant par rapport
à une contrainte économique ou technique. Si on change nos habitudes, si on change nos mentalités, c'est vers là que nous pourrons vraiment avoir un impact. Donc c'est l'idée, voilà. Si on veut résumer, c'est changeons nos habitudes. Euh, Encore une fois, quelle que soit l'échelle de notre habitude, de se déplacer, de consommer, en fait, il n'y a pas de petites économies et chaque geste aura un impact sur la transition écologique. Tout va toujours bien? Je poursuis. Voilà un exemple d'éco-geste. Alors ça peut, enfin, les thématiques sont vraiment, vraiment vastes, hein. Ça peut être le textile, ça peut être sur évidemment le numérique, sur nos courses du quotidien, sur notre consommation d'énergie, sur notre gestion des déchets, sur le lien qu'on entretient aussi avec la nature, sur nos voyages. Est-ce qu'on voyage en train? Est-ce qu'on voyage en avion? Est-ce qu'on prend la voiture? Les voyages, ça peut être les voyages vraiment très vastes pour partir en vacances, mais c'est aussi des voyages du quotidien. Voilà. La mobilité, c'est un enjeu qui est très fort et sur lequel on peut vraiment agir, notamment en bibliothèque. Donc, on verra ça prochainement. Donc là, c'est une infographie que j'ai tirée de la ville de Schiltigheim, où j'ai rajouté quelques petites thématiques, mais je vous invite aussi à découvrir euh, le livret qu'ils ont construit par rapport à la transition écologique. Alors, c'est vraiment la ville, hein, c'est pas la bibliothèque. Mais en tout cas, il est plutôt attractif, très bien fait. Et ça nous donne vraiment une idée de ce sur quoi on peut agir. Alors, juste une précision, dans ma présentation, vous verrez, après, je vous donne vraiment plein d'exemples. Alors, des exemples qu'on a fait nous à Savoie et Haute-Savoie Biblio, mais pas que. Du coup, c'est vraiment des inspirations que je vous donne, mais enfin, les éco-gestes qu'on peut faire en bibliothèque, si on commence à chercher, vraiment, c'est hyper vaste. Donc là, c'est vraiment pas exhaustif du tout. C'est des inspirations que je peux vous donner dans certains domaines. Voilà, alors là, comment agir sur la transition écologique en bibliothèque? La commission verte de l'ABS, de l'Association des bibliothécaires de France, alors je ne sais pas si vous connaissez leur blog, mais en tout cas, je vous invite à le consulter. À la fin du support, là, je vous ai mis quelques ressources et le lien est dedans. Donc, quand vous pourrez l'avoir très facilement. Et en fait, pour se retrouver dans ce vaste champ de transition écologique des bibliothèques, l'ABF a fait une carte mentale avec vraiment cinq grandes thématiques. Et ensuite, la carte, elle est vraiment il y a des sous-thématiques et ça nous donne vraiment, en tout cas, ça structure notre pensée pour vraiment euh, arriver à se dire, voilà, sur quelle thématique, quelle sous-thématique je suis en mesure d'agir, mon équipe est en mesure d'agir, sur quelle thématique j'ai une appétence plutôt particulière, ou parce on peut sur le pilotage ou sur le bâtiment, par exemple, ben, si on n'est pas forcément en responsabilité de bibliothèque, si sur le bâtiment, on n'est pas forcément acteur d'un projet de rénovation, de construction, on va avoir du mal à avoir un impact sur la consommation, par exemple, énergétique des bâtiments. Pour autant, voilà, je vous ai regroupé cette carte mentale sous un tableau.
Et ça nous donne le fil un petit peu de ce qu'on va voir sur ce support et ce qu'on va voir ce matin. Donc les 5 thématiques, évidemment, il y a le numérique. Le pilotage, alors comme je le disais en préambule, le pilotage, je l'ai un peu mis de côté ce matin parce que du coup, on n'est pas tous en capacité d'agir du fait de nos fonctions sur la transition écologique de notre collectivité ou de notre structure. Donc, je vais axer plutôt sur le numérique, sur les médiations, sur les collections. Et vous verrez que sur bâtiments et dépendances, même si on ne peut pas forcément contrôler quel système de chauffage on met dans la bibliothèque, parce que c'est pas nous qui décidons, ce sont plutôt les services techniques. Pour autant, il y a quand même d'autres éco-gestes que l'on peut faire. Sur ces thématiques, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissement? Je ne sais pas si vous connaissiez cette carte mentale de l'ABF. Alors, je ne vais pas trop voir le chat, donc je laisserai peut-être Louise me faire de retour. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole. Louise m'interrompra aussi. S'il n'y a pas besoin d'éclaircir certains points, je vais poursuivre. Alors voilà, en intitulé de ce webinaire de ce matin, on parle des modes partagés et participatifs. Donc là, pour le coup, je vais vous demander d'intervenir pour me dire, selon vous, quelle est la différence entre mode partagé et mode participatif? Alors, soit vous mettez dans le chat, soit vous prenez la parole. Est-ce que vous avez une petite idée? Il y a aussi une fonction, si vous souhaitez prendre la parole, de lever la main. Enfin, dans les Oui. réactions, là, vous pouvez, si jamais voilà, vous avez un doute. Alors, on ne sait pas trop finalement. Allez-y, hein, pour que ce soit un peu interactif. Ah, alors, on a dans le chat, alors je vais ouvrir le chat en parallèle. Donc, on a Élise qui nous dit participatif, c'est on prend les idées de tout le monde. On a Hélène qui dit acteur de l'action. Benoît qui dit partager, on connaît tous nos tâches, on fait ce qu'on a à faire. On a pas mal d'idées en fait, hein. Hmm, Participatif égal on fait ensemble. hmm. Quelqu'un voilà dit partager, est-ce que c'est égal à du travail en interne et participatif, on invite les publics à le faire. Euh, Pareil, participatif, donc la bibliothèque conduit la démarche avec le public. Partagé, la démarche est co-construite avec le public. Voilà. Et donc, partager, pareil, on partage nos idées et participatif, on associe tout le monde. Donc, pas mal de réactions. Ok, merci. Alors, effectivement, euh, en fait, la question à se poser quand on réfléchit sous quel mode on veut faire une animation sur les éco-gestes, c'est sur qui porte l'effort. Le partager, c'est une personne, un collectif qui va construire un atelier et qui va partager sa production. C'est vraiment une personne ou un collectif qui aura fait l'effort de faire quelque chose et qui va le partager avec du public, qui va le faire connaître. À l'inverse de participatif, où là, la co-construction, elle est faite en équipe, avec le public, avec les usagers, voilà. Donc, mode partagé, mode participatif, la question à se poser, c'est sur qui porte l'effort. Partager, c'est sur une personne ou une équipe qui construit un atelier et qui le partage ensuite.
Tandis que participatif, c'est vraiment sur un mode de co-construction. Et vous entendrez, mais aujourd'hui, on n'est pas sur ce mode-là, mais vous entendrez aussi parler de mode collaboratif. Euh, Là, effectivement, ça rejoint le participatif. Pour autant, le participatif, la décision finale revient au pilotage de la structure. Pour autant, le collaboratif, la décision finale, elle est vraiment prise en collectif. Enfin, c'est la suite logique la co-construction. Est-ce que ça va sur cette définition avant de poursuivre? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air Mm. d'aller. Bon. Ouais. Et juste l'objectif de ces modes partagés et participatifs, c'est pour éviter ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez le saut de Tarzan. On le voit quand on accompagne au changement. C'est en fait de passer d'un postulat qui est nécessaire et qu'il faut changer à tout de suite le plan d'action. Et en fait, le partagé participatif collaboratif, c'est vraiment pour éviter ce saut de Tarzan de se dire, on part d'une situation qu'il est nécessaire de changer et on va tout de suite sur le plan d'action. Pour éviter ce saut de Tarzan, il faut faire quand même une boucle pour parler, pour construire le projet, pour que tout le monde évacue ses doutes, etc. Donc, si on n'arrive pas à vraiment co-construire avec un public, avec une équipe, en fait, on n'arrivera pas à embarquer les personnes que l'on souhaite embarquer. Donc, c'est... Je me permets de vous interrompre rapidement. Il y Oui, a une question oui, justement liée à ça. ouais. Rien ne s'oppose à ce qu'un mode partagé devienne par la suite un mode participatif. C'est une question. Évidemment, évidemment. Oui, oui, tout à fait. Parce que partager, ça permet aux personnes qui sont un peu timorées, qui ont un peu peur de se dire, OK, on fait ça, mais où on va? Du coup, ça permet de présenter et vraiment de désacraliser un petit peu ce qu'on fait pour dire venez, c'est cool, et chaque personne a des idées à apporter. Donc, vraiment, chacun à son niveau peut agir. Donc, le mode partagé, c'est quand même commencer par inciter, par faire connaître. Et après, le mode participe, ça peut être un élan pour aller vers le mode participatif, évidemment. Ouais. Si tout est OK sur le vocabulaire de partager participatif, je poursuis. Alors, attendez. Hop, voilà, il fait encore des siennes. Voilà. Alors, les enjeux, on en a parlé, on en a parlé un petit peu là, les enjeux du mode partagé ou du mode participatif. Donc, vous voyez, partager, c'est ce qui est en jaune. C'est vraiment créer une dynamique, un esprit de cohésion et faire prendre conscience. Euh, et puis le participatif, c'est répondre aux besoins de tous et de chacun, et s'approprier le projet et s'impliquer durablement. Effectivement, quand on implique, quand on co-construit avec un collectif, forcément, le taux d'implication n'est pas le même que si on fait que juste partager. Partager va permettre de sensibiliser, de faire prendre conscience. Le participatif va permettre d'embarquer réellement. Euh, donc, l'objectif global de ces modes-là, c'est vraiment sensibiliser pour engager. Il suffit plus en fait, en bibliothèque, on essaye de convaincre régulièrement. Pour autant, là,
c'est vraiment faire des ateliers pour vraiment engager après les personnes. Parce que ça va toujours. Alors, je poursuis. Donc, le premier pas, alors, c'est pas tout à fait avec le public. On va voir quand même que le partager en interne. Pour ma part, j'ai pris mes fonctions de référente développement durable il y a donc l'année dernière. Et en fait, je me rends compte que je suis bien seule. On est une équipe de 60. J'ai commencé à initier quelques éco-gestes au sein du service. Et pour autant, bah, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Que si j'embarque pas mes collègues sur les objectifs de là où je veux aller, eh ben, du coup, je sais qu'il y aura forcément moins d'impact. Donc, je dirais qu'avant tout, pour éviter qu'une seule personne s'essouffle à essayer d'agir sur la transition écologique, si on peut embarquer quelques personnes de l'équipe qui ont plutôt enfin, un intérêt ou pas, parce que en fait, moi, j'ai des personnes qui découvrent en même temps, qui se découvrent une appétence pour l'écologie et qui, jusqu'à maintenant, n'en faisaient pas forcément état. Donc, voilà. Et voilà, moi j'ai commencé par quelques petits éco-gestes au sein du service. Donc je vous laisse prendre connaissance. Évidemment, le chauffage week-end, pendant les vacances, bah moi ça me paraît une évidence, mais en fait ça l'était pas forcément pour tout le monde. On a par exemple pendant la période hivernale le vendredi obligatoire en télétravail. Bah, quand je fais le tour des bureaux le jeudi soir, et ben en fait tous les chauffages sont ouverts, etc. Et donc le télétravail en période hivernale, il est fait pour maîtriser notre consommation énergétique sur le bâtiment. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas ça l'est dit, c'est porté par la direction générale, mais concrètement, en fait, les personnes ben, voilà, laissent les chauffages ouverts, laissent les écrans en veille, etc. Donc, moi, je fais un petit peu pour fermer les volets et les portes aussi, je fais un peu le tour des bureaux. Mais finalement, au départ, j'étais toute seule à le faire. Et puis maintenant, j'ai embarqué deux, trois personnes et qui sont plutôt soucieuses, en fait, de se dire, bon, le jeudi soir, est-ce que tout est OK? Est-ce qu'on va réduire notre consommation énergétique des bâtiments? En vrac, j'ai aussi fait la dictée du climat. Et ça a beaucoup marché. C'est une dictée qui a été faite en ligne le 19 décembre dernier par l'association Team Project, en lien avec le projet Voltaire que vous connaissez peut-être. C'est une formation qu'on peut suivre pour améliorer notre orthographe, notre grammaire, etc. Chacun à son niveau. Et la dictée du climat était super. Et en fait, moi, je l'ai suivie en ligne. Et après, j'ai proposé un temps en visio à mes collègues pour la refaire. Donc, c'est moi qui dictais la dictée. Et du coup, j'avais une quinzaine de collègues qui étaient connectés. Et en fait, ça a super bien marché. Donc, vous pouvez la retrouver en ligne. Vous pouvez retrouver le replay et vous verrez que c'est plutôt sympa. N'hésitez pas d'ailleurs, Nathalie, à m'envoyer le lien du replay, comme ça je le Ouais. communiquerai aussi Ouais. dans le Alors, mail je bilan. vais, je vais parler en fait, j'ai pris beaucoup d'exemples un peu partout. Donc, Ouais. je ne pourrais pas vous envoyer tous les liens. J'en ai mis quand même à la toute fin de mon PowerPoint. Hmm. Mais après, je vous ai aussi mis mes coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers moi aussi en direct par mail pour que je vous envoie des liens de ce que je peux dire aussi aujourd'hui. Et j'en profite tant que j'ai le micro pour vous partager donc un témoignage qui dit tout à fait d'accord sur l'idée de ne pas mener le projet seul et d'avoir d'autres collègues en support pour plus d'impact. Et une autre personne qui dit notre référente DDRSE a fait appel à des volontaires pour participer au challenge Ma Petite Planète en février Mm. 25.
Et actuellement, nous sommes inscrits au challenge Kiplin, challenge santé et activité physique. Cela crée de la cohésion et interroge les collègues peu sensibles à l'ordinaire. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait cette idée et c'est super d'avoir pu embarquer des collègues juste pour un aspect très pratique. Donc, moi, je suis employée par le département de la Haute-Savoie et en fait, j'ai cette fonction de référente développement durable. Pour autant, j'ai pas de temps de travail dédié. Et quand j'ai fait un petit peu le tour des autres bibliothèques départementales, peu de personnes, enfin peu de référents développement durable avaient aussi un temps de travail vraiment identifié dans sa fiche de poste et un temps de travail dédié. Donc c'est vrai que bah, ça prend un peu de temps. C'est aussi des petites actions que je mène, que je prépare sur mon temps personnel. Et d'où l'importance vraiment d'essayer de créer un collectif et et d'embarquer un petit peu les autres pour pas s'essouffler, pour pas que ça nous prenne tout notre temps et que ça fasse du coup l'effet aussi inverse de ce qu'on souhaiterait. Et d'ailleurs, là, je suis moi, en cours de création d'un groupe de travail sur le développement durable sur Savoie et Haute-Savoie Biblio. Alors, très concrètement, j'ai fait un peu un appel au peuple lors d'une visio qui a duré un quart d'heure, hein, en expliquant qu'il y avait beaucoup de choses à faire, que ils avaient vu que je mettais quelques petites touches à droite et à gauche, mais que pour autant, il fallait vraiment structurer ça si on voulait avoir un impact euh, quand même un peu plus fort, parce que là, moi, j'agis, mais vraiment à petite échelle. Et en fait, là, j'ai eu 6 personnes qui sont spontanément proposées pour être volontaires, pour justement essayer de se structurer, mettre en place des actions d'importance un peu plus fortes au sein de nous, de notre collectivité. Pareil, on a une personne qui nous dit, idem pour moi, pas de temps de travail dédié pour ma Ouais. mission développement durable. J'ai créé un réseau de correspondants des DRS pour avoir un référent Mhm. dans chaque bibliothèque et pôle, mais Mhm. animer le réseau prend du temps. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je partage pleinement cette expérience. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques petits éco-gestes au sein du service. Le calendrier de l'Avent numérique que j'envoyais tous les jours, mais ça, c'est pareil, j'ai fait ça vraiment. Enfin, moi, j'adore les calendriers de l'Avent, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas mêler l'écologie et ma passion pour les calendriers de l'Avent. Je l'ai envoyé tous les jours à mes collègues avec différentes informations sur le développement durable. Je vais vous partager sur la slide suivante, en bas à gauche, vous voyez par exemple au jour 3, voilà, j'ai préparé une recette, enfin j'ai envoyé une recette zéro déchet. Donc voilà, j'ai essayé d'aller sur tous les champs, pas que l'écologie, mais tous les champs développement durable. Euh, et chose importante, c'est que j'ai pris l'angle, alors enfin, par rapport aussi à ma personnalité, j'ai pris l'angle plutôt de l'humour par rapport aux petites actions que je menais, parce que je me suis aussi aperçue que les collègues voyaient plutôt les référents développement durable comme des personnes moralisatrices, voilà, qui étaient très à cheval sur l'écologie, le développement durable, enfin, voilà, qui étaient très fermées. Et donc moi, j'ai souhaité vraiment prendre l'angle de l'humour et puis de la légèreté. Parce que il faut aussi prendre conscience que l'écologie, enfin on parle d'éco-anxiété, c'est une vraie réalité aujourd'hui. Les émotions liées à la transition écologique à tout ce qu'on voit à la télévision, les catastrophes naturelles, etc., euh, peut vraiment faire peur et peut générer
de l'anxiété, de l'angoisse chez certaines personnes. Donc, moi, j'essaye d'apporter un angle plus léger. En tout cas, je suis rentrée dans cette matière-là sous un angle avec plutôt de l'humour. Euh, alors, j'ai trouvé formidable, c'est la métropole du Grand Lyon qui a fait des infographies avec, plein d'animaux, en fait. Et ce sont des infographies que j'ai envoyées, moi, par exemple, le jeudi soir. Comme on a le vendredi obligatoire en télétravail, c'est de leur dire, bah, voyez, pourquoi on est en télétravail, en fait. C'est de leur rappeler, mais vraiment sur la forme d'humour. Sur cette slide aussi, en haut à droite, c'est la dictée pour le climat dont je vous parlais tout à l'heure avec Team Force the Planet et puis le projet Voltaire. Et vous voyez, ils ont pris cet angle aussi. Quand on regarde l'affiche, voilà, c'est assez. Enfin voilà, on sent qu'il y a de la légèreté et que on n'est pas là pour se prendre la tête, pour être vraiment dans la morale. Et dans la lignée, j'ai eu l'idée de dire bah, la minute BN. La minute BN, donc je leur disais que ça faisait en référence aux biscuits que je mangeais petite, que c'était en aucun cas une référence à mes initiales, mais en fait, c'était un petit clin d'œil aussi. Et c'est surtout la minute bonne nouvelle que j'envoie quand je trouve des bonnes nouvelles, j'envoie par mail, quand je trouve des bonnes nouvelles liées à l'écologie et liées au développement durable. Encore une fois, c'est pour un peu casser toutes ces images et ces informations anxiogènes que aujourd'hui les médias nous diffusent. Voilà, c'est rien, mais en fait, c'est vraiment, moi, j'ai vraiment pris l'axe humour et légèreté, Mm. et visiblement, c'est assez apprécié des collègues. Et pour aller dans ce sens, pareil, on a un témoignage qui explique qu'ils ont accueilli la fresque du climat dans leurs locaux. Mm, Et donc, cette personne dit, je crois savoir que celle-ci s'arrête pour reprendre une autre forme un peu moins anxiogène. Et donc, c'est important de choisir une formule attractive et humoristique. Et une autre personne témoigne aussi en ce sens en disant, de manière générale, l'écologie et l'environnement sont abordées de manière générale comme assez moralisatrices, que ce soit mm. vis-à-vis du public ou des agents. Voilà, elle trouve. Et donc, l'humour est une bonne façon de sensibiliser collègues et public. Donc, plutôt enfin, voilà, voilà, les participants vont plutôt dans votre sens, justement, d'utiliser l'humour pour détourner cet aspect un peu anxiogène Ouais. ou moralisateur. Ouais, la fresque du climat, j'en parle à la fin de mon support. Effectivement, c'est un outil à prendre vraiment avec précaution. C'est un outil, alors qui est super, hein, franchement, mais qui peut susciter vraiment une très grande anxiété après de la part des participants. Et c'est toujours bien de le lier avec un autre atelier pour vraiment trouver les solutions. Là, pour le coup, le département de la Haute-Savoie a initié une fresque du climat pour les référents développement durable. Pour autant, là, mi-avril, on aura une journée pour faire l'atelier d'automne qui, lui, est dans la lignée de la fresque du climat, mais on va chercher ensemble des solutions. Parce que se dire, oh là, avec la fresque du climat, mon bilan carbone, il n'est pas bon du tout, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de détruire la planète, et comment je vais pouvoir agir, etc. Euh, L'idée, c'est vraiment vraiment de le faire suivre, enfin de la faire suivre, la fresque du climat, avec un atelier où on peut trouver des solutions. Maintenant, on va voir le partager. Du coup, on a vu le partager en interne. On a dit que c'était important de ne pas forcément supporter seul une charge, une mission développement durable. Et maintenant, on va regarder ce qu'on peut faire partager avec le public.
Alors déjà, la question, c'est de se dire avec qui on a envie de partager. Quels sont les acteurs qui sont autour de nous, quelle que soit notre structure. Alors, en interne, ça peut être les services techniques, le service culture, la DRH. Si vous êtes dans un réseau de bibliothèques, ça peut être les autres bibliothèques du réseau. Ça peut être également les associations locales, qu'elles soient culturelles, étudiantes, sportives, sociales. En fait, l'idée quand même des éco-gestes, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est répondre aux besoins de tous et aux besoins de chacun. Donc là, je vais vous partager des idées, des initiatives qui ont été prises sur des territoires, sur des communes, dans des bibliothèques. Mais pour autant, c'est que ça faisait écho à leurs besoins, à eux. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment, si par exemple, sur votre territoire, vous avez une association sportive qui est hyper présente. Nous, par exemple, voilà, on est en zone de montagne. On sait que les associations sportives de ski, de VTT sont hyper présentes sur certaines communes. Eh bien, travaillons ensemble. En fait, il faut vraiment regarder la physionomie de son territoire et les acteurs sur lesquels on pourrait s'appuyer parce qu'ils ont une place importante sur notre territoire. Et puis voilà, sur le territoire, les structures locales, qu'est-ce qui existe sur notre commune? Est-ce qu'il y a des crèches? Est-ce qu'il y a des EHPAD? Est-ce qu'il y a des CCAS? Alors évidemment, les écoles, alors bibliothèque universitaire, c'est vraiment les autres étudiants, etc. En fait, l'idée, comme je le disais, c'est vraiment de mettre les usagers et surtout les non-usagers des bibliothèques au cœur, en fait, de ces actions-là. On peut faire appel à des compétences, à des appétences individuelles pour mettre en place des initiatives. Si vous savez que votre voisin est un super réparateur de vélo, bah pourquoi pas faire un repair café à ce qu'il propose de réparer les vélos, etc. Donc là, on s'inscrit dans une mobilité douce et pour autant, on implique aussi les acteurs de notre territoire. Est-ce que vous avez identifié déjà des acteurs, hormis ceux peut-être que j'ai cités, des acteurs qui pourraient vous aider sur vos actions liées à la transition écologique? Il y a une personne qui disait que le partenariat avec d'autres services comme les services techniques et environnement peuvent être intéressants et on n'y pense pas forcément Oui, d'un premier, d'un ouais, premier abord. Et il y a une autre personne qui parle des Fab Labs. oui. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un Fab Lab? Je pense pas, peut-être qu'il faudrait repréciser. Fab Lab, c'est en fait un atelier de fabrication, un laboratoire d'innovation, de fabrication d'objets, avec par exemple aussi des imprimantes 3D, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment un atelier de création d'objets, de manipulation d'outils innovants qui peut aussi aller dans le sens des éco-gestes pour une transition écologique, effectivement. Je vais poursuivre et puis là, on va rentrer vraiment sur la thématique que je vous ai citée tout à l'heure par rapport à la carte mentale de l'ABF. Sur la partie médiation. Donc là, c'est sur les slides suivantes, c'est là où je vais vous parsemer un petit peu d'exemples, mais c'est encore une fois, c'est pas exhaustif. C'est surtout pour vous inspirer et pour vous ouvrir à tout ce qui peut être fait. Il y a vraiment pas de restriction. Il faut vraiment se dire, je fais appel aux acteurs locaux, aux personnes qui m'entourent, aux compétences des personnes qui m'entourent, pour voir ce qui peut être fait. Donc sur la partie médiation, alors là, on peut avoir des trocs en tout genre.
troc de tote bag, parce que effectivement, attention, les tote bags, la fabrication demande énormément d'eau pour les fabriquer, et puis on en a maintenant partout, partout, partout. Donc c'est bien, ça évite les sacs plastiques, mais pour autant, finalement, tout est foisonnant. Donc on peut se dire, bah tiens, voilà, enfin, chacun a 10 tote bags chez lui. À un moment donné, peut-être que ça peut servir pour d'autres qui n'en ont pas ou qui n'en ont pas temporairement. Quand ils viennent en bibliothèque, ah bah, ils ont oublié leur sac. Eh ben, il y a des tote bags à disposition. Ça peut être un troc de déco de Noël, des mugs, voilà. Et si on prend la bibliothèque de l'université de Limoges, euh, pour pas se restreindre, eux, ils ont mis une trucothèque. Comme ça, au moins, ils savent que tout troc peut être fait. Donc, on voit du matériel sportif, du matériel de cuisine, etc. Et puis ça peut être aussi, comme la bibliothèque de Rouen, des trocs de pelote de laine, par exemple. Il y a, pardon, il y a une personne qui demande comment faire pour faire accepter les trocs solidaires en bibliothèque universitaire auprès de la direction notamment. Alors, c'est d'autant plus important en bibliothèque universitaire où on connaît la précarité de certains étudiants et peut-être aussi, c'est de prendre l'axe en disant, alors, pas, enfin, oui, c'est utile pour l'environnement, ça évite la surconsommation, et pour autant, en bibliothèque universitaire, enfin, si on commence à chercher, moi, pour préparer un peu ce webinaire, j'ai regardé ce qui se faisait en bibliothèque universitaire. Le champ est très vaste, puisque du coup, ils disent aussi le message de dire on va aider des personnes, des étudiants, des étudiantes qui ne sont pas en moyens, qui n'ont pas les moyens d'acquérir, je sais pas, là on voit un grille-pain, bah voilà, au moins on sait que économiquement, enfin, l'étudiant, on améliore son confort, mais pour autant, on peut, économiquement, ça ne lui coûte rien. Tout à l'heure, je vais parler des sportothèques. Voilà, le développement durable, on est sur le bien-être, la santé, etc. Les étudiants n'ont pas forcément de moyens pour enfin, s'inscrire à des abonnements en salle qui coûtent les yeux de la tête. Et voilà, et en fait, ils empruntent vraiment bah, le matériel qui leur est nécessaire temporairement. Et comme ça permet aussi de tester et de se dire, bah voilà, ce matériel, j'en avais très envie. Pour autant, finalement, sur le terme, est-ce que je l'utilise réellement? Parce qu'on achète beaucoup de trucs avec comme ça spontanément en se disant oh là là ça me fait envie et puis finalement on a tous dans nos placards des choses dont on ne se sert pas à terme. Donc, ça évite tout ça. Après, comment les embarquer? C'est peut-être bah, d'embarquer les étudiants en premier lieu pour que justement la direction puisse prendre conscience des besoins aussi des étudiants. Et une autre des questions, c'était concernant donc la BU de Limoges, une personne qui demandait est-ce qu'il s'agit de troc ou de prêt? Euh, et cette même personne explique que dans sa bibliothèque universitaire, il prête des objets, Mm. dont des tote bags. Et bon, il y a énormément, je ne les lis pas tous, mais il y a énormément de témoignages en ce sens aussi de Ouais. personnes qui organisent voilà, des espaces de troc, de prêt, des Mm. espaces gratuits, des grainothèques. Enfin, il y a plein Ouais, alors d'initiatives. tout ça, oui, voilà, alors tout ça, je l'ai bien évidemment intégré dans ce support-là. Pour répondre à la question, c'est soit des trocs, soit des prêts. Enfin, ça, c'est chaque structure regarde quel fonctionnement conviendrait le mieux, en fait. Je vais avancer parce que du coup, j'ai encore pas mal d'exemples qui, je pense que ça fera réagir. Donc, mais effectivement, Grainothèque, Bouturothèque, tout ça, Sportothèque, on viendra en parler tout à l'heure aussi.
La médiation culturelle, c'est aussi des prix littéraires liés à l'environnement. Donc là, par exemple, je vous ai mis sur l'infographie du milieu Rive en Page qui se base à Thonon, donc en Haute-Savoie, pas très loin d'où je suis. Mais après, il y a vraiment des prix littéraires basés sur l'écologie. On peut parler du prix roman écologique, on peut parler de Lire pour agir. Voilà. Et, la médiation culturelle, évidemment, passe aussi par les expositions. Alors, une exposition que vous pouvez emprunter, que vous pouvez acheter, mais que vous pouvez aussi construire. Ça peut être ça. Aussi, des éco-gestes participatifs c'est construire une exposition. Alors, sur l'eau, est-ce que c'est sur le développement durable, l'écologie de manière large ou vraiment faire le focus, je sais pas, sur l'eau, les abeilles, la nature, etc. Donc ça, c'est très libre. Et du coup, moi qui ai pris l'angle humour, voilà, j'ai mis aussi l'exposition de l'écologie en 40 dessins humoristiques. Euh, Ça peut faire réagir. Je vous invite à regarder ces dessins-là qui sont en ligne et vraiment, ça peut faire réagir. Et alors, je ne sais pas, enfin, si vous êtes en bibliothèque municipale ou même en bibliothèque universitaire, vous pouvez faire aussi appel à des éco-délégués. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des éco-délégués en université, mais en tout cas, dans les collèges, dans les lycées, il y en a. Et la bibliothèque peut aujourd'hui apporter un support euh, pour, euh, pour ces éco-délégués, pour qu'ils puissent mettre en place eux-mêmes des actions. Mais on peut leur prêter voilà, les livres dont ils ont besoin, une salle dans laquelle se réunir, etc. Des réactions par rapport à ça, ou je peux poursuivre sur le côté médiation? C'est bon, oui. C'est bon. Les médiations, elles peuvent prendre aussi différentes formes. Ça peut être un escape game. Alors, je ne l'ai encore pas testé. J'avais très envie de le tester en équipe sur la mission ODD, la planète en alerte. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont testé, mais en tout cas, je suis preneuse de vos retours parce que c'est un escape game que je souhaitais mettre en place là. Ça peut être un ciné-débat, comme l'a fait la métropole de Lyon. Ça peut être des balades comptées. Par exemple, les médiathèques là, de la ville d'Annecy font des balades comptées dans la quinzaine de transition écologique et en profitent pour faire découvrir des lieux très nature, très verts au sein de la ville d'Annecy, mais toujours, enfin, c'est organisé vraiment par la bibliothèque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire un atelier émotion, éco-anxiété pour justement dédramatiser ça, ou alors que les gens évacuent en fait leur éco-anxiété. Et j'ai mis également la dictée du climat, mais je ne reviendrai pas dessus, on en a déjà parlé. Avant de passer sur la partie collection, pardon, est-ce que vous vouliez partager des exemples de ce que vous aviez déjà mis en place de votre côté? Je vais poursuivre avec la partie, la thématique des collections. Alors là, Ah, pardon, je me oui, permets, il y a un témoignage. Dans le cadre de notre projet culturel, nous avons organisé des balades, sensibilisation aux plantes comestibles sauvages. super. Ouais. Voilà, par exemple. Très bien. Alors moi, alors j'habite un village de Haute-Savoie, 1200 habitants. La bibliothèque, elle est hyper dynamique.
Et en fait, mon village fait une fête autour de l'âne chaque année. Et en fait, la bibliothèque met tout en place des balades comptées, une table thématique autour de l'âne. Enfin voilà. Et là, on est aussi pour la sensibilisation aux animaux, à la nature, à l'environnement, etc. Donc, on peut prendre aussi l'angle des animations, enfin de se greffer sur des animations, des événements, des fêtes qui sont organisées pas trop loin de chez nous pour justement essayer de se greffer sur la thématique écologique. Donc là, je vous partage, et là, on peut le tenir sans problème à disposition de tous. Il est partagé en plus sur notre site. Enfin voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions par la suite concernant notre bilan déplastification des documents qu'on a initié à Savoie et Haute-Savoie Biblio. Alors maintenant, il y a 2 ans. On a totalement déplastifié tous les documents. Il nous reste juste une bande plastique, juste pour tenir la cote et le code-barre, mais on a arrêté toute plastification de tout document, qu'il soit jeunesse, adulte, roman, documentaire, etc. Tout a été déplastifié. Et du coup, alors là, c'est l'infographie, mais on a le bilan complet qui fait 8-10 pages pour vous expliquer. C'est que déjà, le budget d'équipement a été divisé par 25, ce qui est quand même conséquent. L'idée, aussi, au départ, quand l'idée, c'était de pouvoir, quand on fait le pilon, c'était de pouvoir vraiment recycler les livres et pas enlever à chaque fois la bande plastique. Le transport, on a gagné aussi 1,5 tonne de CO2 par an. Parce que dans une démarche d'inclusion, développement durable, etc., certains livres passaient par un ESAT, donc un établissement d'insertion au travail, qui plastifiait les documents, mais pour autant, cet ESAT se trouvait à une centaine de kilomètres de là où on était. Donc, en termes de bilan carbone sur le transport, on n'était pas très bon du tout. Et surtout, en termes de délai de mise à disposition des documents, on a divisé par 8 quand même le temps moyen d'équipement d'un livre. Puisque du coup, aujourd'hui, ça nous prend 1 minute pour mettre le plastique sur le code-barre, sur la cote, tandis qu'avant, voilà, on mettait beaucoup plus de temps à tout plastifier. Et en fait, on a pris exemple des livres. On s'est vraiment basé, enfin, on poursuit ce bilan de déplastification encore cet été, parce que comme je vous l'ai dit dans ma présentation, en fait, on est sur 5 centres. Donc là, on a fait le bilan déplastification sur des livres d'un seul centre. Et là, on veut vraiment élargir pendant cet été sur 2 autres centres pour savoir quel est l'état des livres. Et en fait, le taux de rotation a augmenté. C'était aussi une volonté, enfin, ce bilan était fait aussi pour transmettre un message aux bibliothèques qu'on accompagne. Pour avoir été sur des territoires, beaucoup de bibliothèques nous disaient, non, mais depuis que vous avez arrêté de plastifier, moi, j'emprunte pas, les livres s'abîment, etc., etc. Bon, bah là, de manière très factuelle, de manière très chiffrée, on sait que les livres continuent d'être empruntés, le taux de rotation augmente. Et en fait, ce sont que certaines bibliothèques qui n'osent plus emprunter. Alors, on nous parlait des couvertures claires qui sont un petit peu plus fragiles ou des albums jeunesse, par exemple, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que ils reviennent. Alors oui, il y a certains documents qui reviennent abîmés après 1 ou 2 prêts,
mais c'est pas la majorité. Et par rapport à tout ce qu'on a gagné, ben finalement, de racheter un ou deux documents vraiment très abîmés coûte moins cher que tout le reste. Donc voilà. Et Euh, pas mal de réactions sur ça, justement, ouais. le fait de déplastifier les ouvrages, les collections. Je les lis au fur et à mesure. Première réflexion, donc déplastifier, n'est-ce pas fragiliser, notamment les collections jeunesse très empruntées? Est-ce que les Non, documents sont désherbés à l'état plus rapidement? non. Euh, Ouais. Alors juste pour répondre à la ouais. question, sur notre panel hein, de documents. Sur les documentaires, il y avait 93% des livres qu'on a évalués qui étaient en bon état ou très bon état. Les BD, les albums, c'était à la même proportion. Et sur les romans, c'était 73%. Et comme je l'ai dit, en fait, voilà, par rapport au peu finalement d'ouvrages abîmés et par rapport aux gains, voilà, la balance, elle est très claire. Une personne qui vous demande s'il y a la possibilité de partager le bilan pour Oui, oui, donner oui. des arguments concrets et chiffrés et lancer la Ouais. démarche. Voilà. Et puis, une autre personne qui indique que les émanations aussi de colle inhalée par les collègues pendant la réparation des ouvrages, voilà, tout au long d'une carrière, c'est quand même assez Ouais. conséquent. Et puis une personne qui demande, je ne sais plus si ça a été dit, mais depuis combien de temps avez-vous entamé donc ce processus-là de déplastification? Alors, on a arrêté de déplastifier il y a un peu plus de 2 ans. Le bilan que je vous propose là, il a été fait à 18 mois de l'arrêt de la déplastification. Et comme je vous le disais, il a été fait sur des livres d'un seul centre. Et on va poursuivre ce bilan de déplastification parce que c'est bien aussi de voir l'évolution des livres à plus long terme. Et surtout, on le fait, on va prendre des documents sur d'autres centres. Donc, comme ça, on aura une évaluation d'autant plus large. En tout cas, on ne s'arrête pas à une évaluation au bout de 18 mois. On va poursuivre quand même cette démarche-là. Et Et puis, évidemment, enfin, si vous allez sur le site Savoie Haute-Savoie Biblio, il y est. Moi, je peux vous le transmettre après sans problème. Là, c'est l'infographie de communication, mais le bilan complet est effectivement aussi bien communicable et à portée de tous, il n'y a aucun souci. donc une personne qui demande aussi la reconversion en fait pour les collègues qui s'occupaient Mm. de l'équipement, qu'est-ce qu'ils deviennent. Ouais. Voilà. Alors là, ça a été concomitant. En fait, on avait une personne qui était en situation de handicap. Qui faisait cet équipement. Là, ça faisait 3 ans qu'elle était en congé longue maladie. Donc, ça a été vraiment sa situation personnelle a été concomitante avec l'arrêt de la déplastification. Aujourd'hui, elle a pris sa retraite, elle a ouvert ses droits à retraite depuis le 1er novembre. On a recruté quelqu'un sur ce même poste. Pour autant, la fiche de poste a été complètement changée. Aujourd'hui, nous, sur les centres, on a la chance d'avoir des centres qui vont être totalement rénovés. Nous, sur le centre d'Annecy, là, il est en fermeture pour travaux justement jusqu'au mois de juillet. Pour autant, on va avoir un espace d'expérimentation, d'innovation avec des outils qu'on prête aux bibliothèques. Alors, il y a des jeux vidéo, il y a une mashup table pour faire des petits films. Il va y avoir des liseuses, il va y avoir plein d'outils numériques, innovants. Voilà, donc on a recruté une personne, non plus qui était à 100% dédiée sur l'équipement, mais une personne qui va faire de l'éducation aux médias, à l'information, qui va accompagner les bibliothèques sur la prise en main de tous ces outils. Voilà. Donc là, c'est vrai que du coup, on n'a pas eu à accompagner vraiment une personne à ce changement-là,
puisque du coup, sa situation personnelle faisait elle n'allait pas reprendre le travail. pour pour la bibliothèque universitaire de Toulon. Ça fait des années apparemment qu'ils s'y sont mis à la déplastification et donc ce serait pas du tout une question de revenir en arrière. Ils ont vraiment adopté Mm, cette pratique. Par contre, à d'autres endroits, on voit que la question est plus délicate, notamment en fonction des ouvrages, s'ils sont chers ou pas. Et puis les Habido qui expliquent qu'à la BU de Reims, la plastification est plus automatique puisque ça s'applique seulement sur des ouvrages, comme vous l'évoquiez aussi, qui vont être fragiles ou particulièrement chers. Donc mm. voilà, soit quelque chose de plus drastique ou plutôt du cas par cas en fonction Ouais. des BU. Mais en tout cas, ce qui est agréable à voir, c'est que la question se pose déjà. Et Oui. si elle se pose, ça veut dire que les mentalités changent. Oui, les mentalités changent et puis après, rien ne nous empêche d'afficher auprès des emprunteurs, de dire on a arrêté la déplastification en termes pour un gain financier, pour un gain de temps, de mise à disposition des nouveautés, pour un gain écologique. Pour autant, ben, prenez-en soin. Du coup, il y a aussi plein d'infographes, enfin, de bibliothèques qui ont dit, voilà, on arrête de plastifier, on vous informe, vous usagers. Pour autant, du coup, on compte sur vous pour prendre soin du livre qu'on vous confie. Et ça fonctionne, hein. Et nous, enfin, je partage l'avis. Nous, on reviendra. Enfin, si on fait une évaluation, c'est justement pour convaincre les autres, et c'est pas du tout pour revenir en arrière. Et puis la première évaluation là a fait que il n'y avait pas de débat en fait sur le fait de replastifier. Alors, je sais que c'est une question qui suscite beaucoup d'intérêt. Voilà, n'hésitez pas, vous aurez mon contact en fin de webinaire. Je vous transmettrai tout ça et puis on pourra échanger de manière plus individuelle si vous le souhaitez. Je poursuis sur l'aspect collection. On peut alors prêter de tout, hein. On peut prêter des caméras thermiques aux usagers pour voir quelle est la consommation énergétique de leur logement. Enfin, on peut, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la Sportothèque, là, la Sorbonne, elle met besoin de se remettre en forme. Voilà, il y a toute une bibliothèque d'objets. La BU de Sciences Po à Lille, c'est pareil. Alors que ce soit pour cuisiner, pour percer, pour bricoler, pour visionner, il y a tout un prêt d'objets qui une bricothèque. Enfin voilà, là c'est vraiment très très large et ça peut être fait dans encore une fois, tout ce que je dis n'est pas en relation avec la taille de la bibliothèque. Pour le coup, sur la Haute-Savoie, par exemple, on a des très petites bibliothèques dans de très petits villages et pour autant, elles mettent en place bah, justement des ustensiles de cuisine, des moules à gâteaux, etc., pour éviter de surconsommer et que sur 100 personnes qui fréquentent la bibliothèque, eh ben, les 100 personnes achètent un moule à gâteau, quoi. Donc vraiment, il faut vraiment pas se mettre de frein en disant, mais nous, on est une petite structure, eh ben nous, on peut pas mettre en place, on n'a pas les moyens de. C'est pas vrai, en fait. Parce que du coup, on peut toujours se dire, ah bah tiens, je sais pas, il y a une personne qui vend sa maison, et ben elle peut aussi faire le don d'objets. Alors évidemment, il faut trier, il faut que ça soit en bon état pour pouvoir être prêté, etc. Mais voilà, on peut mettre en place vraiment même un tout petit espace, une toute petite étagère pour faire du prêt d'objets. Près de lecteurs CD, DVD, platine, vinyle, effectivement, ça peut être aussi pour éviter de jeter et de continuer à s'en servir. Il y a beaucoup de bibliothèques. Alors nous, très clairement, on a arrêté près de CD et DVD. On l'a arrêté l'année dernière.
Mais c'est vrai, et on a fait don de nos CD aux bibliothèques qui le souhaitaient parce qu'elles avaient une discothèque assez fournie. Pour autant, ce qu'elles nous disaient, c'était que du coup, leurs usagers n'avaient plus forcément des lecteurs CD. Aujourd'hui, on n'en a plus non plus dans les voitures, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à récupérer des lecteurs CD que vous pouvez mettre à disposition pour emprunter. Je poursuis sur les collègues, Ouais, à moins pas qu'il y de ait des remarques. réactions. C'est bon pour l'instant, C'est pas de bon. réaction. Ouais. Sur les collections, bah là encore, enfin, le champ des possibles est vraiment très très ouvert en fonction bah, de ce qu'on sait faire, des compétences individuelles des usagers ou des choses comme ça. Là, je vous ai mis quelques exemples. Bon, on connaît les ateliers pliage avec des livres destinés aux pilons. Ce que j'ai trouvé super, c'est la bibliothèque de Reims à droite qui en fait a créé des sacs pour la bibliothèque, pour les usagers qui puissent emprunter, mais à partir des bâches que la ville mettait je ne sais pas, pour un événement ou quelque chose comme ça. Donc là, encore une fois, il y a vraiment un lien entre la bibliothèque et les services techniques. Les services techniques se chargeait de récupérer les bâches et la bibliothèque voilà, proposait aussi un atelier pour fabriquer des sacs pour mettre à disposition dans la bibliothèque. Si on poursuit sur l'aspect collection, évidemment, on peut se dire de créer un fonds dédié pour les personnes qui seraient en région parisienne ou qui passeraient par Paris, je vous invite à aller visiter la bibliothèque de la Canopée, qui est plutôt une référence en matière de transition écologique en bibliothèque. Donc là, par exemple, nous, on n'a pas de fonds dédié au sein de Savoie et Haute-Savoie Biblio. Pour autant, voilà, avec la création du groupe de travail que j'ai initié là il y a peu, c'est typiquement le genre d'action que j'aimerais mener et que ça soit très visible pour les bibliothèques qui viennent emprunter. On réfléchit aussi à ce qu'on peut mettre dans nos centres pour euh, comme table thématique, etc. Alors, au-delà des tables thématiques, c'est nous, on va essayer d'animer un atelier développement durable auprès des bibliothèques qui viennent et qui elles-mêmes puissent s'emparer des petits ateliers qu'on va leur proposer, qu'elles puissent elles-mêmes les transmettre à leurs usagers et à créer des petites animations, etc. Donc voilà, sur les collections, enfin, il y a encore il y a de multiples idées en fait. Donc toute bonne idée, en tout cas, si vous souhaitez les partager avec moi à la fin ou avec les autres participants, ça serait vraiment sympa parce que vraiment, c'est pas. Là, je vous donne quelques exemples, mais le champ est très très vaste. Une Euh, personne de l'université de Strasbourg explique qu'à l'université de Strasbourg, donc à chaque événement des DRS organisé au sein de l'université, les bibliothèques proposent une ouais. bibliographie en lien avec l'événement. Oui, voilà. Ouais, exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ma petite bibliothèque de mon village, bah, sur la fête de l'âne, propose toute une bibliographie sur l'âne, que ce soit une bibliographie jeunesse ou adulte, voilà. Et c'est vraiment, en tout cas, leur table thématique est très chouette. Si on poursuit sur l'aspect collection, on en a parlé tout à l'heure. Alors, il y a tout ce qui est grainothèque, bouturothèque, atelier de bombes à graines, d'hôtel à insectes.
de l'Enothèque aussi, j'ai vu à la médiathèque de Périgueux, ça c'était chouette. Et vraiment, ça, c'est des ateliers. Si vous n'avez pas, si vous savez pas faire un atelier de bombe à graines, peut-être qu'un habitant, peut-être qu'un étudiant, si vous êtes en BU, sait faire. Donc, n'hésitez pas quand même à faire appel aux compétences en fait des personnes qui viennent dans votre bibliothèque. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres exemples, à part Grénothèque ou Bouturothèque, qui reviennent quand même assez souvent? Est-ce que vous avez mis en place des techs sur un tout autre sujet? Pour l'instant, pas de retour Pas dans de le retour. chat. Ok, ça marche. Allez, on poursuit. Là, c'est sur la partie numérique. Sur la partie numérique, alors, c'est essayer de sensibiliser les agents, l'équipe, les collègues, mais aussi les usagers sur la navigation Internet, sur, en fait, le numérique. On sait que le 80% de la pollution numérique vient des vidéos que l'on regarde en ligne. Donc, c'est aussi sensibiliser à ça. En tout cas, je ne sais pas si vous... là, par exemple, sur les éco-gestes à Paris 8, voilà, c'est dire, ils ont toute une partie sur la gauche, la énergie numérique responsable. Euh, il y a plein de choses, hein. Il y a des moteurs de recherche solidaires, supprimer les mails. Alors certes, c'est des petits... ce sont des petits gestes parce qu'on sait que sur le numérique, ce qui pollue le plus, c'est en fait la fabrication du matériel numérique. Mais pour autant, encore une fois, si on cumule les petits gestes sur nos bonnes pratiques numériques, encore une fois, l'impact peut être quand même significatif. Nous, on organise un cleaning day annuel. Alors, c'est organisé aussi par le département de la Haute-Savoie, mais comme on est bidépartemental, on se fait un cleaning day un peu à part. Et là, par exemple, je travaille à l'organisation du futur cleaning day avec ma casquette référente développement durable, avec le chargé de mission numérique de notre direction, mais aussi avec les archives départementales parce que du coup, ils ont des e-archivistes sur lesquels on peut s'appuyer. Et il y a 15 jours, j'ai suivi une formation aux archives départementales justement sur les bonnes pratiques d'archivage numérique, etc. Et j'ai appris plein de choses. Donc là, on s'est dit que cette année, le Cleaning Day, on allait vraiment embarquer nos collègues des archives départementales. Si je poursuis sur le numérique, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, le matériel numérique, c'est vraiment la partie qui consomme le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Si vous regardez l'infographie du sac à dos écologique numérique, vous verrez que pour faire un ordinateur, pour créer un ordinateur, de 2 kilos, on va utiliser, alors si je reprends l'infographie, vite fait, mais je vous la partagerai. Pour un ordinateur de 2 kilos, on crée 200 kilos d'énergie fossile, enfin on a besoin de 200 kilos d'énergie fossile, 600 kilos de minéraux et plusieurs milliers de litres d'eau. Donc, tout ça, enfin, une fois qu'on a cette infographie en tête, très sincèrement, on cherche à mutualiser les appareils numériques, on cherche à améliorer leur longévité et on peut aussi prêter du matériel numérique. Tout à l'heure, on parlait, au-delà de l'aspect écologique, c'est vraiment l'aspect financier, notamment pour des étudiants ou des personnes, par exemple, en recherche d'emploi qui ne pourraient pas
se payer un ordinateur. Et du coup, voilà, les bibliothèques ont toute leur place à prêter ce type d'appareil. Et si on prend plus l'angle écologique, mais vraiment l'angle développement durable, c'est vraiment élargir sur l'égal accès à tous, soit à la culture ou soit à l'information, etc. Donc on est vraiment, les bibliothèques a un rôle fort à jouer sur le prêt aussi de matériel numérique et l'accompagnement pour éviter aussi la fracture numérique. Nous, on va prêter des liseuses, par exemple, et on sait que, alors on se dit, bah, liseuse par rapport à livre physique, voilà. Alors certes, une liseuse, en termes de fabrication, va demander beaucoup plus, un bilan carbone très mauvais sur la fabrication. Pour autant, si on lit entre 10 et 20 livres par an, du coup, à l'usage, finalement, c'est la liseuse qui est la plus écologiquement responsable. Donc, il faudrait avoir une liseuse au moins sur 5 ans minimum, et pas la changer tous les ans ou tous les 2 ans. Mais du coup, à terme, une liseuse peut être aussi plus écologique qu'un livre. Mais il faut avoir un certain nombre de livres lus quand même chaque année. Voilà, et encore, toujours un petit peu sous forme ludique, on peut trouver aussi le bingo de la sobriété numérique. Donc là, je vous ai mis l'infographie sur le niveau débutant, mais ça peut être aussi, il y a l'infographie pardon, sur le niveau euh, perfectionnement ou intermédiaire, je ne sais plus comment c'est appelé, mais en tout cas, vous pouvez vous inspirer de ça. Là, c'est vrai que par exemple, moi, je suis en train d'essayer d'organiser la journée du personnel où on va réunir tous les agents sur le sujet des transitions. Et par exemple, je proposerais bien comme ça un bingo de sobriété numérique pour savoir quels sont les usages des collègues faits avec leur ordinateur, leurs photos, leurs vidéos, etc., sur les bonnes pratiques numériques. Des réactions? Une réaction à propos de la fameuse légende du colibri qui peut s'appliquer à tous les domaines, la valorisation des petits gestes, actions de chacun à son échelle. Et Mhm, puis, encore un témoignage par rapport à l'université pardon, de Toulon, où oui. des BU prêtent des PC, une soixantaine au total. Mhm. Mais le prêt de liseuse a été arrêté. Et le prêt d'iPad aussi, qui n'était pas adapté à des mises à jour qui étaient complexes. Ah oui, Et après. les liseuses, alors je sais pas, comme c'est un message écrit, je sais pas si c'est parce que c'était plus demandé ou plus demandé, mais j'imagine plus demandé s'ils ont arrêté. Euh, voilà. Ok, bah, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que là, je n'ai pas de recul sur le prêt de liseuse, puisque du coup, pour l'instant, nous, ça se met en place à Savoie Biblio. Donc, si d'autres structures ont déjà mis en place, mais sont revenus sur ce prêt-là, je serais intéressée pour avoir leur retour d'expérience. J'avance un peu parce que du coup, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire et je vois l'heure qui tourne. Et si on veut se laisser un temps d'échange, il faut que j'avance. Euh, alors, hop, voilà, sur le numérique, comme on l'a dit, l'idée, c'est vraiment de prolonger la durée de vie des équipements. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Bisou. Je vous ai mis tout à l'heure une infographie la méthode bisou, c'est avant d'acheter quelque chose, c'est de se dire, avant d'acheter un nouvel smartphone, un nouvel ordinateur ou tout autre objet, c'est de se dire le B, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet-là? Le I, est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Le S, est-ce que j'ai pas déjà quelque chose de semblable, de similaire à ça? Le O, c'est l'origine de l'objet.
euh, je vais quand même me pencher de savoir où est-ce qu'il a été fabriqué, avec quel type de matériaux, etc. Et le U, est vraiment, est-ce qu'il va m'être utile? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que spontanément, voilà, on aura très envie de quelque chose et finalement, à terme, on s'aperçoit que soit on l'utilise pas trop, soit finalement on change de smartphone, mais on a toujours l'ancien smartphone qui dort au fond d'un tiroir. Donc voilà, l'utilité vraiment de surconsommer et de changer régulièrement se pose. On peut mettre en place des Repair Café, alors qu'ils soient entièrement numériques ou Repair Café, vélo, matériel, etc. Enfin, c'est très vaste. Et après, si on a, nous, à notre échelle, le moyen d'élaborer une politique d'achat responsable. Très clairement, moi, au vu de ma fonction et étant agent du département de la Haute-Savoie, on a un service achat qui, enfin, qui lui va mettre une politique d'achat. J'ai pas moi un moyen d'action là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment relativisé sur nos possibilités d'action, sur notre périmètre d'action. Je me permets parce qu'il y a une personne qui avait une question Oui, sur le Digital Cleanup Day. oui, Donc cette personne a proposé à sa direction informatique, à la direction pardon informatique du département le Digital Cleanup Day, ouais, qu'il a refusé pour différentes raisons. Et il d'accord. aimerait savoir comment vous avez amené en fait cette journée pour réussir à convaincre, peut-être quelques éléments pour réussir à convaincre. Ouais, alors nous, comme je le disais, en fait, il y a le département de la Haute-Savoie qui organise un Digital Cleanup Day. Pour autant, comme nous, on est structure bidépartementale, il fallait qu'on ait une journée similaire mais décorrélée, puisqu'on a le département de la Savoie aussi à inclure. Au départ, enfin, très clairement, tous les collègues râlent pour le faire. Il n'en voit pas forcément l'utilité. Enfin, voilà. Mais pour autant, en tout cas, il savait que quelque part, c'était une obligation. Donc, c'est vrai qu'on a eu la chance que ce soit quand même porté par notre direction. Et là, c'est aussi pour ça que je veux, j'ai pris aussi attache avec le chargé de mission numérique de notre direction et comme je le disais, avec les archives départementales qui, elles, arrivent, enfin, ont un pouvoir aussi de persuasion sur la direction. Et très clairement, sur la mise en place, euh, bon, voilà. Au départ, enfin, moi, je suis arrivée en 2023 dans la direction. Le premier, moi-même, j'ai pas forcément participé parce qu'on a notre quotidien qui nous rappelle, on a toujours un empêchement, une visio, une réunion, etc. Donc voilà. Donc en 2024, j'ai souhaité vraiment créer un espace convivial. En fait, très clairement, j'ai réservé notre espace de réunion. J'ai sorti des livres de notre salle de prêt qui parlaient du numérique responsable. Je l'ai parsemé un petit peu sur les tables de réunion. Voilà, enfin, il y avait des bonbons qui étaient là, il y avait des petites choses à manger, à boire, etc. Et j'ai dit aux collègues, bah voilà, on se rassemble en salle de réunion, on se dit ce qu'on fait. Alors, on avait mis parce qu'on a des ressources numériques et on a une web radio, Savoie et Haute-Savoie Biblio. Donc, du coup, j'avais mis la web radio en fond. Enfin, voilà, j'ai créé vraiment un climat propice à la convivialité et encore une fois à la légèreté. Mais, et là, vraiment, les collègues ont apprécié. Et elle redemande est-ce que cette année, ça soit fait de cette manière-là. Mais encore une fois, si votre direction s'y oppose, il faudrait voir quelles sont les raisons aussi pour lesquelles elle s'y oppose. C'est vrai que le chargé de mission numérique de notre direction disait, voilà, par rapport à la fabrication d'un ordinateur, de supprimer ses mails, l'impact environnemental, il est quand même pas non plus foufou. Ok, mais en fait, comme je le disais au tout début,
Moi, mon idée, c'est vraiment de changer les habitudes des collègues. Euh, on ne va pas avoir un impact environnemental très fou sur cette journée-là. Pour autant, si c'est parsemé de se dire on prend des bonnes habitudes, des bonnes pratiques numériques, alors là, c'est gagné. Voilà. Donc j'ai pris, moi, cet angle-là. Mais il faudrait effectivement connaître les raisons de la direction du service informatique pour lesquelles ils ne souhaitent pas aller dessus. Je poursuis. Il est 11h35, donc Ouais. Je vais poursuivre un peu parce que j'ai encore hmm, plein de choses à hmm. vous dire. Sur la partie, c'est la dernière partie, dernière thématique qu'on va voir, c'est bâtiments et dépendance. Alors vous connaissez peut-être les bibliambules avec les 7 hamacs qui peuvent se déplacer dans la ville pour promouvoir la lecture et pour prendre du temps, etc. Après, vous pouvez aussi vraiment acter sur les mobilités douces et collectives pour venir dans votre bibliothèque. Alors, favoriser, par exemple, les personnes qui ont des vélos, c'est vraiment mettre des racks à disposition. S'il y a des vélos électriques, c'est mettre des bonnes bornes de recharge. Mais on peut prêter aussi un kit de vélo pour la personne qui a un pneu crevé, qui vient à la bibliothèque, qui a un pneu crevé. Bon, bah voilà. Il y a des kits avec des rustines, des choses comme ça qui peuvent aussi être prêtées. C'est encourager, alors si c'est desservi par les transports en commun, encourager la mobilité sur pour venir dans votre structure avec les transports en commun ou en covoiturage. Voilà, là, il y a quand même pas mal de plateformes qui existent pour favoriser le covoiturage. Je poursuis un peu sur les bâtiments. Comme on l'a dit, on ne peut pas forcément être partie prenante du choix du chauffage dans la structure. Chaudière, pompe à chaleur, tout ça, ça, en tant que bibliothécaire, très clairement, on n'est pas très au fait, forcément très au fait de ça. Puis c'est clairement les services techniques qui s'en occupent ou lors de la construction, réaménagement d'un bâtiment. Pour autant, on peut aussi prendre des bonnes pratiques comme on le fait pour le numérique. C'est de dire, on ne chauffe pas tous les espaces partout de la même manière. Si on ferme la salle de prêt pendant une semaine où on sait que là, les salles les salles communes, soit de réunion, de convivialité, etc., elles n'ont pas besoin d'être chauffées à 22 degrés tout le temps, toute la journée et toute l'année. Donc, c'est vraiment essayer de voir quels sont les espaces où on peut faire une économie d'énergie, notamment sur le chauffage. Sur la gestion de l'eau, voilà, on peut mettre des petites infographies aussi pour dire attention, là, si vous laissez le robinet ouvert pendant que vous savonnez les mains, il n'y a aucun intérêt. Enfin, voilà, c'est mettre un petit peu tous ces impacts-là. Et puis, c'est aussi euh, faire du prêt d'objets. Alors, à la BU de Cergy Paris, on peut emprunter des bouillottes, on peut emprunter, je sais que nous, notre salle de réunion, elle est plutôt froide. On n'est pas dans un bâtiment, enfin, on est dans un bâtiment avec une grosse déperdition énergétique. Moi, l'idée, c'est que je puisse mettre des plaids à disposition. Donc après, c'est effectivement la question se pose de la logistique pour laver les plaids, qui les lave, qui fait voilà que ça retombe pas toujours sur les mêmes personnes. On peut faire un atelier tricot comme ça se fait beaucoup pour voilà, tricoter je sais pas, des couvertures qu'on pourrait laisser en bibliothèque, etc. En fait, il y a vraiment, si on ne peut pas être sur vraiment la structure, on ne peut pas intervenir sur la structure en elle-même du bâtiment,
C'est vraiment, on peut mettre en place pas mal d'ateliers et de prêts divers pour essayer plutôt de réchauffer les personnes. C'est chauffer la personne en elle-même et pas forcément les espaces. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Je poursuis sur bâtiment et dépendance et puis j'irai au bout de cette thématique et on prendra les partages d'expérience après. Alors évidemment, on peut réaliser un bilan carbone, mais là, il faut vraiment être accompagné. Ça a un coût aussi de se faire accompagner pour le bilan carbone. C'est quelque chose qui est assez chronophage aussi à faire. Mais pour autant, on peut aussi mettre des petits supports pour recycler. Alors, TerraCycle met des bornes pour recycler les CD, les DVD. Sur la photo du milieu, c'est un recyclage des stylos. Effectivement, en bibliothèque universitaire, ça peut être aussi important. Voilà, faire des ateliers zéro déchet, des ateliers anti-gaspi, avec de la nourriture, faire des recettes zéro déchet, etc., etc. Enfin, le champ, encore une fois, le champ des possibles est très, très vaste. Et puis, on peut aussi, sur les bâtiments, investir les espaces extérieurs. Il n'y a pas que les espaces intérieurs. On peut investir les espaces extérieurs. Et vous voyez, il y a sur la photo du milieu, il y a carrément une ruche mise en place dans la bibliothèque pour sensibiliser les personnes, etc. Et alors, les abeilles ne s'échappent pas, elles s'échappent par le petit tuyau que vous voyez en bas à gauche, donc qui donne sur l'extérieur. Donc, tout est sécurisé quand même pour les personnes qui sont à l'intérieur de la bibliothèque. Et on peut faire aussi un atelier participatif. Bon, là, je vous ai mis pour végétaliser le centre-bourg du village, mais ça peut être pour végétaliser la terrasse de la bibliothèque, le toit plat de la bibliothèque s'il y en a un, tout espace en fait nature que vous pouvez investir à l'extérieur où l'autorisation vous est donnée. Ce qui est intéressant en bibliothèque universitaire, c'est de faire des carrés de plantes nourricières. Et encore une fois, pour que les étudiants qui n'ont pas les moyens de se nourrir correctement puissent quand même bénéficier aussi de ce carré de potager qui peut être investi. Euh, Voilà. Plusieurs Oui, remarques, une question, y a-t-il des BU qui recyclent les ampoules? Voilà, donc sur alors le ça serait... recyclage. J'en connais pas, mais vous pouvez partager s'il y en a qui... Ouais, donc bon, je les laisserai échanger dans le chat. Et puis sinon, il y avait sur les mobilités douces Oui. une asso qui organise depuis plusieurs années un événement pendant tout le mois de juin au boulot à vélo. Un challenge pour les entreprises et les organisations publiques avec des cadeaux à la clé pour celles et ceux qui ont fait le plus de kilomètres sur le mois. Mhm. Et il y a aussi un forfait apparemment mobilité pouvant aller jusqu'à Oui. 300 euros par an si on fait du vélo plus de 100 Mhm. jours. Voilà, donc différentes initiatives sur ces mobilités tous. C'est vrai que le forfait mobilité, c'est assez, enfin, s'étend quand même pas mal aux collectivités. Alors après, le montant peut différer. Nous, c'est vrai que si on choisit le covoiturage ou si on vient en vélo, on peut bénéficier du forfait mobilité douce. C'est une attestation sur l'honneur. Donc après, voilà, on fait confiance à l'honnêteté des agents aussi. Mais oui, oui, après, il y a plein d'initiatives hein, sur les mobilités douces. Euh, qui peuvent être mises en place, soit pour venir dans votre structure, soit pour les usagers, ou même les agents eux-mêmes, en fait. Hein. Mm. Et Euh, ouais, oui. pardon, non, je voulais pas. Et dans l'optique justement, par contre, d'aide pour l'alimentation des étudiants, comme vous l'évoquiez,
Il y a la possibilité de créer des frigos zéro gaspillage, par exemple, Hop. dans certaines bibliothèques ou à proximité des bibliothèques Hum, plutôt. hum. Voilà. Très bien, super, merci. Je vois qu'il est midi moins le quart. Je vais finir avec notre dernière partie. On avait, si vous vous souvenez, on avait le partagé en interne avec l'équipe, le partagé avec le public. Et là, on est vraiment sur le participatif, donc co-construire vraiment avec le public. Je vais vite passer. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de nudge. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Peut-être pour Euh, quelques-unes, quelques-uns. d'accord. Le nudge, si on prend une définition, c'est un coup de pouce pour inciter des individus à mettre en œuvre des comportements adaptés. Si on prend la photo en bas à gauche, pain au chocolat ou chocolatine, en fait, c'est un cendrier. Et du coup, c'est un cendrier où on met son mégot et on choisit le camp chocolat, pain au chocolat ou chocolatine. Mais au moins, le mégot ne va pas par terre. C'est cette idée-là aussi, alors vous l'avez peut-être vu, des toilettes pour hommes où il y a une petite mouche au fond du toilette pour inciter vraiment les hommes, quand ils vont aux toilettes, essayer de viser la petite mouche pour voilà, ne pas que tout le reste éclabousse autour du toilette. C'est vraiment aller sur les biais cognitifs des personnes, c'est de dire c'est plutôt sous forme de jeu et en même temps de responsabiliser les personnes sans qu'ils s'en aperçoivent. Là, si on prend la photo de l'essuie-tout, enfin du papier qui se déroule, voilà, on voit que l'impact, si on prend trop de papier, plus on prend de papier, plus en fait la jauge sur le continent baisse et on voit que plus on prend de papier, plus on pollue, puisque le continent passe de vert à noir. Voilà. Après, il y a plein de. En fait, vous pouvez trouver des exemples partout, partout. C'est la poubelle en forme de panier de basket, comme ça, du coup, bah, la personne, elle essaye vraiment de mettre, là, c'est au Havre, de mettre ses détritus dans la poubelle, mais voilà, sous une forme de panier de basket. Donc, le nudge, c'est vraiment voilà, des petits dessins, des petites infographies, des petites photos pour dire attention, votre comportement. Aujourd'hui, vous faites ça ou par exemple, il y a des escaliers qui sont dessinés comme des touches de piano. Ben, plutôt que de prendre l'escalator, eh ben, c'est faire appel à se dire ah bah tiens, je vais monter l'escalier avec les notes de piano, voilà, je vais essayer de courir dessus, etc. C'est vraiment inciter de manière douce et sans que les personnes en aient conscience d'avoir un comportement adapté. Alors peut-être que vous ne connaissiez pas le terme de nudge, mais que finalement, il y a des choses qui sont faites déjà dans vos structures sous cette forme-là. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça. Oui, quand même pas mal de réactions sur les toilettes avec la mouche Oui. aussi. Apparemment, une responsable communication qui aurait fait des affiches dans la salle de repas sur le modèle du nudge. Et puis, voilà, des personnes qui demandaient à voir les affiches aussi, à quoi ressemblaient les affiches, mais je pense qu'il s'agissait de celles affichées, enfin, celles sur le PowerPoint. D'accord. Voilà. Ok, je poursuis avec Biblioremix. Pareil,
Biblioremix, alors nous, on l'a utilisé, mais qu'en interne, pour notre centre d'Annecy. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est en gros travaux. On refait sol, mur, plafond, etc. Puis après, on se disait, nos pratiques évoluent, comment faire évoluer notre bâtiment, le réaménagement des espaces. Donc, on l'a construit ensemble. Et on l'a construit. Alors, nous, on est resté entre nous, puisque c'est un bâtiment où on n'accueille que d'autres bibliothèques. Pour autant, j'accompagne aussi des bibliothèques à faire ce type d'exercice avec les usagers et les non-usagers de la commune quand il y a un projet de réaménagement, de construction de bibliothèques, etc. C'est de concevoir un bâtiment qui réponde aux besoins du territoire et où on peut donner un angle environnemental aussi. Biblioremix, il y a plusieurs phases. Alors, je ne sais pas si vous en avez pareil fait usage dans votre structure. Mais voilà, nous, on avait construit avec des Legos, avec des dessins, etc., pour se dire, que souhaite-t-on pour notre bâtiment? Où est-ce qu'on veut aller dans le réaménagement des espaces, dans l'usage de ce bâtiment? Et du coup, le fait de manipuler des Legos, des outils, enfin voilà, c'est plutôt assez ludique et tout le monde se prend au jeu. Du coup, des remarques sur le Non, biblioremix? pas de Ok. remarques. Ok. Je vais finir avec ma dernière slide, hein, voilà, sur le participatif. Il y a plein de ce qu'on appelle des jeux sérieux qui existent. La fresque du climat, il y a des fresques maintenant, il y a la fresque du numérique, la fresque des nouveaux récits. Voilà. Comme on le disait tout à l'heure, c'est attention, ça peut être un exercice, un atelier qui est anxiogène pour les participants. Donc, c'est bien aussi de le poursuivre par un autre atelier. Et là, j'ai pas encore testé, mais on va le tester en nous en journée du personnel. C'est un jeu Phone Impact qui a été créé par le ministère des Finances. Soit vous l'achetez, soit vous pouvez le télécharger gratuitement en ligne, justement sur l'impact, l'utilisation, la fabrication d'un smartphone. Voilà. Et ma collègue, mon homologue de la bibliothèque départementale de Seine-Maritime a créé un jeu de cartes justement aussi sur les éco-gestes en bibliothèque. C'est un jeu qui est super, qui peut donner de bonnes bases sur ce qu'on peut faire. Ça ressemble à un jeu de cette famille sur les thématiques qu'on vient de voir, collection, médiation, etc. C'est un peu le même schéma. Voilà, mais il y a vraiment énormément de jeux qui aujourd'hui peuvent être utilisés soit en interne d'une équipe pour sensibiliser ou aussi à usage du public. Donc voilà, je pourrais vous en partager également quelques-uns. J'ai pas tout testé, donc je peux pas vous faire une évaluation de tous ces jeux, mais en tout cas, il y a beaucoup de jeux qui existent. Euh, voilà, j'ai fini de lister un petit peu tous les exemples qu'on pourrait faire en éco-gestes. Là, je vous ai mis quelques slides quand même pour se dire, voilà, en termes écologiques, en fait, on peut se baser sur la règle des 5 R, donc qui est refuser, réduire, réutiliser, recycler, rendre à la terre. Pour toute action qu'on mène, on peut se dire où on en est de ces 5 R. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut avoir une seconde vie, donc réutiliser? Est-ce qu'on peut réduire? Et comment on le fait, etc. Donc ça peut vous donner déjà une indication. Et aujourd'hui, c'était les éco-gestes écologiques qui nous importaient, enfin, sur lesquels on a fait un focus. Par contre, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure,
L'écologie, il ne faut pas confondre écologie et développement durable. Développement durable, c'est 17 objectifs qui ont été énoncés. Et c'est pas que l'écologie. Alors certes, en 14, on a la vie aquatique, la vie terrestre, etc. Mais l'ODD numéro 3, c'est aussi la bonne santé, le bien-être, l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, etc. Donc, plutôt que d'écologie, moi, j'ai envie de parler quand même de développement durable vraiment au sens large, vraiment au sens large du terme. Et quand, par exemple, j'ai fait mon calendrier de l'Avent, tout le monde pensait que ça avait une connotation plutôt petite astuce écologique, mais j'ai très vite ouvert sur le développement durable. Et en fait, les bibliothèques, quelle que soit notre structuration, s'inscrivent déjà pleinement par notre mission. On est déjà dans les objectifs de développement durable avec une éducation de qualité sur la réduction des inégalités, etc. Voilà, donc je souhaitais vraiment terminer par ça en se disant la préoccupation écologique, oui, mais pas que. Voilà, c'était mon mot de clôture. Je vous ai mis quelques ressources pour aller plus loin. Je vous invite à visualiser pas mal de webinaires qui ont été faits sur bibliothèque et développement durable. Je vous ai mis le lien YouTube là, que vous trouverez. Sur Facebook, il y a un site Éco-Geste en bibliothèque qui est plutôt pas mal parce qu'il y a pas mal de photos qui sont échangées, des petites astuces, etc., qui peuvent vous inspirer. Et voilà, après, je vous ai mis des grands textes et des sites internet qui peuvent aussi vous accompagner sur la transition écologique, soit avec votre équipe, soit avec le public. Voilà, je suis désolée, j'ai été un peu longue, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. On a quand même eu quelques partages d'expériences. Donc là, vous avez mes coordonnées, mon mail, voilà. N'hésitez pas, je suis hyper preneuse aussi d'échange de vos expériences. C'est vraiment très, très enrichissant pour moi et après de pouvoir le partager. Donc, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. On a une personne juste dans le chat qui... Oui. Donc, beaucoup de personnes voilà, vous remercient pour cette intervention et toutes les informations. Et puis, donc, le replay, là, il vous sera diffusé voilà, dans pas très longtemps. Vous pourrez le retrouver sur les liens que j'ai mis en début de conversation. N'hésitez pas à aller les repiocher. Euh, et puis une personne qui nous disait avoir participé à un atelier avec Jean-Marie Ferré de l'ABF autour de la question d'un autodiagnostic en fait bibliothèque verte pour les Mm, bibliothèques qui était très complet, qui se mm. demandait si vous connaissiez. Voilà. Ouais, je connais deux noms, mais on l'a pas pratiqué sur notre bibliothèque. Donc voilà, ensuite beaucoup de remerciements pour cette intervention qui était complète et puis toutes les idées, les petites astuces partagées. Voilà, beaucoup de ressources aujourd'hui pour les professionnels et c'était vraiment l'objet de ce webinaire qui, je le rappelle, appartient à un cycle de webinaires plus large pour l'écologie du livre en région. Pareil, vous avez les liens en début de conversation. Donc si ça vous intéresse, c'est un cycle de webinaires qui a lieu tout au long de l'année. Le programme du deuxième trimestre va bientôt paraître. Celui du premier trimestre, je peux vous le remettre dans le chat, sachant qu'aujourd'hui, c'était le dernier échange autour de ces webinaires, mais ça vous permet de voir un petit peu l'étendue de ces interventions-là avec l'expertise de différents professionnels. On a une question autour de, voilà, est-ce qu'on peut garder tout ce qui s'est dit dans le chat? Ah, d'accord, ça c'est une bonne question. Non, je pense pas qu'on puisse garder ce qui s'est dit dans le chat. À mon avis, les échanges disparaissent une fois que la Mm, réunion est clôturée. ouais. Euh, mais bon, voilà, désolée, c'est vrai que je les ai pas tous copiés-collés au fur et à mesure.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Il est midi, donc on est tout bien. Oui, bien. Les échanges ont eu lieu de toute façon tout au long de la vidéo, donc c'était très bien comme ça, c'était spontané. Mais voilà, n'hésitez pas, comme le disait Nathalie, à revenir vers elle. J'ai mis son adresse mail aussi dans le chat et vous pouvez aussi revenir vers moi, donc Association Interbibli, qui avons co-organisé le webinaire avec Médiane. Voilà. Et vous pourrez tout à fait disposer de ce Oui, support qui vous ouais, sera renvoyé après l'échange. Voilà. Donc, à la fois le support vidéo et le support écrit et, exactement. et tous les liens liés. Merci à tous et à toutes, en tout cas, pour Merci votre beaucoup. attention et vos questions pertinentes. Bonne journée. Bonne journée.